Merci beaucoup à nos deux intervenants, très intéressants. Et je voudrais vous poser une question sur la diplomatie chinoise. Je dois d'abord revenir à 1 an en arrière, lorsque le livre blanc de la défense chinoise avait été publié, qui s'intitulait La défense de la Chine dans l'ère nouvelle. La Chine, dans son livre blanc, se présentait comme, d'une part, le porte-parole du multilatéralisme actuel, et d'autre part comme défenseur d'un statu quo. Il s'agissait de son attachement à la paix et à la résolution diplomatique des conflits qui la concernaient. Et seulement, je suis perplexe. Il me semble pourtant qu'aujourd'hui, au travers de ces récentes déclarations, de ces prises de position, des saillies, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Allez-y, madame la députée. Excusez-moi, je ne sais pas ce que c'est que ce bruit. Donc, au regard de ces récentes déclarations, je voudrais notamment évoquer le 24 mai dernier, il y a un petit peu plus de 8 jours, le ministre des Affaires étrangères chinois, Wang Yi, qui a été le premier à évoquer le glissement possible vers, je le cite, une nouvelle guerre froide. Donc, du coup, quand on pense à la guerre froide, qui est faite de deux blocs avec chacun ses satellites, et vous avez parlé tout à l'heure de la diplomatie du loup guerrier, avec le fait que la Chine n'était pas claire sur qui sont ses amis, donc ses satellites. Alors, je suis un peu perdue. Est-ce que la diplomatie chinoise est en train de renier ce qui était évoqué dans son livre blanc il y a 1 an? Et puis, dans cette diplomatie du loup guerrier, dans cette guerre froide, dans ces deux blocs qu'évoque la Chine, on se situe où, nous, la France et l'Union européenne? Je vous remercie. D'abord, bon, on peut analyser le discours chinois, il a sa logique, il est cohérent, c'est ce que fait beaucoup Alice Ekman, qui a publié un livre qui s'appelle Rouge vif, qui est entièrement sur le discours politique et diplomatique chinois. Le problème, c'est faut-il y croire ou faut-il gratter un peu? Personnellement, je considère qu'avec Xi Jinping, on est revenu à une époque où le double langage ou parfois carrément le mensonge font partie intégrante de la diplomatie extérieure chinoise. C'est ce qui explique aussi cette dualité dont on a parlé, par exemple, entre pays européens. En Suède, vous avez un ambassadeur qui explique qu'on a des cadeaux pour les partenaires et pour les autres un fusil. En toutes lettres, je veux dire, c'est pas une métaphore ce que j'emploie, c'est ce qu'il a dit. Euh, on a en Allemagne, en Italie, qui a signé le protocole des routes de la soie et qui n'en a rigoureusement rien tiré sur le plan économique depuis. Hein, je tiens à le signaler, ni pour ses exportations, ni pour les investissements chinois. Au contraire, on a un ambassadeur qui corrige l'expression de diplomatie de loup guerrier en disant c'est de la diplomatie kung-fu panda pour, si j'ose dire, caresser les Chinois dans le sens du poil du panda. Donc cette dualité. On a, rappelez-vous, Xi Jinping en 2015 expliquant à Obama que la Chine ne militariserait pas la mer de Chine du Sud. Elle a évidemment fait le contraire. On a l'accord sur Hong Kong, où encore aujourd'hui, la diplomatie chinoise réaffirme qu'elle applique un pays, deux systèmes, quand en vérité, elle vient de le déchirer. Et elle vient de le déchirer. Certes, la loi sur la sécurité nationale n'est pas encore, le texte exact n'est pas encore connu, mais la décision d'établir les services de sécurité chinois officiellement et directement à Hong Kong, elle est déjà là, elle, avant la loi. Et les autorités de Hong Kong, la région administrative, n'ont plus qu'à l'avaler. Donc, je voudrais souligner quand même qu'il ne faut pas en rester à un discours. Idem avec le multilatéralisme. Et là, j'arrive sur la géostratégie. Derrière le multilatéralisme théorique de la Chine se cache un bilatéralisme pratique qui continue. Je vais prendre l'exemple de l'OMS, je vais y arriver tout de suite. À l'OMS, la contribution financière chinoise était dérisoire jusqu'à aujourd'hui. Dérisoire par rapport à la contribution américaine, par rapport à certaines contributions européennes, Allemagne, Royaume-Uni. La France a un petit peu augmenté sa contribution cette année. Et au fond, si la Chine a été influente à l'OMS, c'est par le biais politique, par le biais de l'Assemblée des pays membres, par une majorité de pays membres qui ont constitué un front du Sud et un front, disons-le, anti-occidental, anti-américain à l'OMS. Le directeur général de l'OMS reflète cela diplomatiquement dans sa vie, dans sa carrière, si vous voulez, et c'est à l'image de beaucoup d'autres organisations des Nations Unies. Ça n'empêche pas qu'il existe à l'OMS des chercheurs extrêmement compétents, des équipes techniques extrêmement compétentes, souvent prêtées d'ailleurs par des pays occidentaux, et dont aujourd'hui on apprend la réalité, la vérité à l'intérieur de l'OMS,
sur les rapports avec la Chine au cours du mois de janvier. Donc, je réponds indirectement à cette question. Oui, l'OMS a été sous influence, comme beaucoup d'organisations internationales de l'ONU, à cause du système d'influence via les pays membres. Oui, quand on a dit, c'est peut-être, enfin, Alice Ekman ne l'a pas dit, mais elle aurait pu le dire, c'est peut-être nous qui sommes isolés, l'Occident si on y croit, ou l'Amérique en tout cas, ou l'Amérique et l'Europe, ou l'Europe dans ses ambitions de valeurs multilatérales. Effectivement, la Chine recherche point par point des majorités. Elle agit de façon bilatérale également. C'est très important. Quand vous avez à l'OMS l'annonce par Xi Jinping de 2 milliards de dollars sur 2 ans d'action contre le Covid, rien ne dit dans sa déclaration que ça va passer effectivement par l'OMS. Le plus probable, c'est comme ça s'est passé pour Ebola et pour d'autres crises en Afrique, que la Chine a sa propre diplomatie bilatérale sanitaire à côté de l'OMS, si vous voulez, pour étendre ses réseaux d'influence. Donc, il ne faut pas se laisser prendre, si vous voulez, au thème multilatéral. C'est quelque chose de très important. Et sous Xi Jinping, ça s'est sans aucun doute renforcé. On pourrait faire la même remarque pour les routes de la soie. Remarquez par exemple que toutes les organisations onusiennes, les unes après les autres, même celles qui n'ont aucun rapport avec les routes de la soie, viennent à Pékin signer des déclarations communes enthousiastes. C'est l'effet d'un travail politique avant tout. Donc ça, c'est un point que je voulais souligner. Deuxièmement, sur la posture de politique étrangère après, pendant et après la crise du Covid, on est sans aucun doute passé de l'assertivité, c'est le mot poli pour décrire les positions chinoises, à l'agressivité dans plusieurs domaines. L'agressivité des déclarations vis-à-vis de Taïwan et les manœuvres navales considérables qui sont là depuis janvier, les coups d'arrêt tentés aux opérations de liberté de navigation américaines. Il se trouve, nous avons, si j'ose dire, la chance que nos navires étant mobilisés cette année autour de Dom-Tom dans les Antilles et à La Réunion, nous n'aurons pas l'opération que nous avons d'habitude à cette époque en mer de Chine du Sud. Et donc, il n'y aura pas de test du côté de la France. Mais c'est quelque chose d'important. Hong Kong, c'est évidemment important. Quelqu'un a posé une question sur l'Inde. On a aujourd'hui des incidents frontaliers avec l'Inde depuis plusieurs semaines déclenchés par la Chine, avec violation de la ligne de démarcation informelle entre les deux pays. Certes, ça ressemble à des choses qui ont eu lieu, par exemple les crises du Doklam en 2013, mais ça va plus loin parce qu'il y a plus de soldats chinois, ils sont plus armés, leur présence doit durer plus longtemps étant donné les équipements qu'ils installent, et on a donc véritablement une prise de position par rapport à l'Inde qui vise en réalité à empêcher l'Inde de faire ce que la Chine a fait. La Chine a construit des routes d'approvisionnement stratégique pour contrôler la frontière. L'Inde essaye de construire une route. La Chine veut lui barrer le passage, tout simplement. Donc ça, c'est une avancée, si vous voulez, et ce n'est pas seulement vis-à-vis de nous que ça joue. Je crois que c'est quelque chose d'important à dire. Je suis mal à l'aise sur le thème de la politique européenne par rapport à Hong Kong. Plusieurs personnes ont posé la question et elles ont raison. La réponse n'est pas facile. Et je crois pour cela qu'il faut expliquer effectivement, comme quelqu'un l'a demandé, qu'est-ce que la Chine pense de l'Union européenne et des Européens actuellement. J'ai des éléments de réponse parce qu'on vient de publier justement des analyses provenant des experts chinois, ceux qui sont publiés bien sûr. Donc ce sont des analyses officieuses. Je ne prétends pas sonder l'opinion publique chinoise dans son ensemble, c'est à peu près impossible. Mais si on regarde ces analyses, elles sont à la fois hyper optimistes sur le fait qu'au fond, les Européens ne vont pas aller si loin, qu'ils sont pragmatiques, c'est le mot-clé, le pragmatisme. Et pour certains, c'est ce qui m'a frappé parce que c'est quelqu'un que je connais de longue date, l'expert le plus connu sur les questions européennes, qui dépend d'un institut qui relève carrément et directement de la sécurité d'État, pour être clair, et qui dit en toutes lettres, en chinois, certes, mais on peut le traduire, l'Europe est impuissante, quelles que soient ses intentions. Et par conséquent, la vision qu'a la Chine des Européens actuellement, c'est d'un continent qui peut-être est déchiré avec des influences américaines, des pressions américaines, mais qui n'a pas les moyens de résister réellement aux poussées chinoises. Ça me semble une analyse très optimiste d'un point de vue chinois, je le précise, ça ne me semble pas rendre compte de la prise de conscience d'un certain nombre de pays européens, des préparatifs qui ont lieu en cours à Bruxelles, qui sont trop lents comme d'habitude, mais qui néanmoins vont effectivement vers des points de résistance. Il y a toutefois une différence d'approche
et je vais passer de ça, du coup, à l'analyse de la politique américaine, dont Alice Ekman a parlé aussi, une différence d'approche entre Européens et Américains. D'abord, effectivement, nous allons plus lentement, nous n'avons pas un État fédéral, nous n'avons pas la capacité de prendre des mesures très rapidement et nous nous auto-limitons dans certains domaines. En particulier, il y a toujours une doctrine européenne de ce qu'on pourrait appeler la réponse proportionnée, par exemple sur le dumping ou sur d'autres domaines, qui, au fond, nous empêche de taper du poing sur la table à la façon dont les États-Unis le font. Jusqu'ici, c'est malheureusement l'administration américaine qui a récupéré un accord commercial de phase 1 et c'est l'administration américaine qui a récupéré toutes les attentions en matière de négociation de la Chine pendant que les Européens, je tiens à le dire, depuis 1 an et demi, sont assez frustrés par l'absence de progrès des négociations sur différentes questions. Donc, d'une certaine manière, la méthode forte paye au moins à court terme. Je réserve la situation après le Covid, car pour la première fois, depuis les émeutes aux États-Unis de ces derniers jours, les émeutes et manifestations, pour la première fois, les médias officiels chinois s'en prennent ouvertement au président américain, le tournant ridicule. Si vous voulez, il y a peut-être de ce point de vue-là un changement qui est en train de se faire, mais jusqu'ici, très franchement, ils prenaient plus au sérieux le pouvoir américain que nous le faisons parfois en Europe. Je reviens sur la différence essentielle entre Européens et Américains. Nous sommes capables de concevoir une diplomatie économique défensive. Nous avons renforcé des moyens de défense commerciaux. Nous avons une lente procédure de filtrage des investissements qui se met en place au niveau européen. Oh, elle ne sera pas autoritaire, chaque pays gardera sa maîtrise. Il faut souligner que les pays européens restent très sceptiques sur les amendements de souveraineté vis-à-vis de l'Europe. Or, ça nous met à l'échelle d'un pays. La France a un peu plus de population que la province de Roubaix, disons. L'Allemagne est plus petite que le Guangdong. Donc, quand on refuse des abandons de souveraineté, quand on refuse des votes à l'unanimité sur le plan européen, on s'affaiblit aussi vis-à-vis de la Chine, qui est un interlocuteur unique. Les Américains vont beaucoup plus loin aujourd'hui. Je ne sais pas si le programme de l'administration Trump sera poursuivi dans un deuxième mandat et si les démocrates l'adopteront, mais c'est un programme qui commence à ressembler à du déni technologique et économique, c'est-à-dire commencer à restreindre vraiment les flux de technologie vers la Chine dans différents domaines. Alice Ekman en a souligné quelques-uns, mais plus largement, cela veut dire mettre fin au projet chinois de prendre appui sur les technologies occidentales en les achetant, en les volant, en coopérant pour monter en gamme. Et ça, c'est une évolution importante. Nous commençons à parler en Europe de contrôle des exportations technologiques. Nous subissons pourtant un certain nombre de problèmes de la même manière que les entreprises américaines le font. Toutes les entreprises européennes vous le diront. Quand elles continuent à adhérer au marché chinois, à l'investissement en Chine, c'est effectivement à cause de la taille du marché, pour des raisons d'opportunité, mais elles connaissent les points négatifs. Je crois que c'est quelque chose d'important.